c'est que j'ai connu des moments très difficiles et très pénibles d'incompréhension, de doute, de peur, de crainte par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que je pouvais apporter, à comment est-ce que je pourrais changer ma vie en aidant les autres. Et notamment le sujet des émotions, j'ai toujours su plus jeune que, même en grandissant, que j'avais une particularité dans ma manière de me connecter avec les autres. C'est-à-dire que c'est très important. Je me sentais tellement différente par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées, par rapport aux rencontres que j'ai faites dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais comme quelqu'un qui vivait en dehors de son temps. J'étais comme quelqu'un qui était vraiment en décalage par rapport à beaucoup de choses. Et en grandissant, face aux expériences que j'ai faites et les types de rencontres que j'ai faites, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, au fait, ma différence dans ma manière de me connecter avec les autres, c'est une force, c'est un atout. Mais pour parvenir aujourd'hui devant vous, pour vous le démontrer et vous le présenter un petit peu, j'ai traversé des choses extrêmement compliquées. Et du coup, je me dis, en fin de compte, je ne suis pas si différente que ça, si ce n'est que le message que je porte, c'est ce que j'ai vécu. On dit souvent, dans les épreuves qu'on a traversées, ça sert de bouée de sauvetage pour les autres. D'accord? Ça sert de point d'ancrage pour dire que, oh là là, je me retrouve tellement dans l'histoire de cette femme, je me retrouve tellement dans sa situation, je me retrouve tellement dans ce qu'elle fait et qu'il y a une forme de connectivité qui se met en place, il y a une forme d'affinité qui tient lieu vraiment d'ancrage pour permettre justement aux gens de se connecter. Alors voilà, donc c'est un peu ça. Et l'idée a mûri à l'issue du confinement, au fait. Nous toutes, nous avons vécu des moments très difficiles. On a connu des décès dans nos familles. On a été confrontés pendant longtemps à cette forme d'isolement forcé où on se retrouve face à soi-même. On a eu vraiment le temps. Au début, ça faisait peur. On se disait, on murmurait, on disait, ah mince, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce fichu virus qui nous cloître maintenant entre quatre murs? Pour beaucoup, c'était compliqué. Pour ceux qui étaient en couple, qui étaient en famille, qui ont vu tellement de choses se manifester, qui ont vu tellement de difficultés prendre naissance. Et c'est là qu'on s'est vraiment trouvé face à soi-même. OK? Et moi, c'était l'une des choses que j'ai constatées dans ma propre vie, notamment dans l'histoire de mon couple. Par rapport à ma relation avec mes enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se sont accentuées avec le confinement. Ça veut dire qu'elles étaient latentes. D'accord? Ces choses étaient latentes. Ça veut dire qu'on avait certes une vie remplie, une vie soi-disant pleine d'activités. On travaille, on va chercher les enfants à l'école, on se lève trop le matin pour celles qui ont des enfants en bas âge ou bien celles qui sont en formation, celles qui vivent encore chez les parents. Donc, on est vraiment, c'est là que les émotions sont mises à rude épreuve. Et c'est là que j'ai vu l'impact de ça sur nos vies. Et moi, personnellement, quand je me suis dit qu'il fallait que je mette un hola, un stop pour dire que, OK, je vais rentrer en moi pour voir ce qui ne va pas et essayer de faire ce travail d'autodiagnostic, d'auto-évaluation sur moi-même et ainsi comprendre comment je vais interagir par rapport aux difficultés que je rencontrais au quotidien. Parce qu'on se réveille le matin, un peu pendant le confinement, vous l'avez vécu, en faisant une rétrospective, n'est-ce pas? On se dit que, waouh, je me lève le matin, je reste en pyjama, je suis encore, voilà, c'est compliqué, on n'a pas d'issue, on ne sait pas quand est surtout la phase 1 du confinement, ça a vraiment mis à plat beaucoup de choses, ça a vraiment mis à mal aussi beaucoup d'émotions. Personnellement, dans mon histoire, c'est que je suis issue d'une famille très, 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 très nombreuse, une famille unie. J'ai connu mes parents s'aimant, des parents qui étaient pour moi le modèle idéal du couple parfait.
Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. J'ai voulu reproduire ce même schéma en pensant qu'il était tout simplement plus facile pour moi de le transposer de ce que j'avais vu maman et papa faire et le reproduire. Mais dans le parcours, c'est que la personne avec qui j'étais n'était pas en phase avec beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup d'émotions en cette personne, en la personne de mon conjoint qui n'était pas en phase. C'était très compliqué de connecter avec lui. Vous savez, les émotions, d'abord, il faut que chez soi, il faut qu'on soit en connexion avec soi-même. D'accord? Pour comprendre pourquoi cette émotion-là t'anime, tu dois comprendre pourquoi tu es sous l'effet d'une émotion plus qu'une autre ou pour une raison que tu n'expliques pas, tu ne sais pas comment est-ce que tu parviens à générer de tels malaises que tu te remets toujours en question, tu te dis c'est peut-être moi le problème, pourquoi est-ce que j'arrive pas à connecter, est-ce que c'est l'autre, finalement non, en fin de compte ça peut pas être l'autre, tu ne t'accordes plus le bénéfice du doute, tu mets tout sur toi et tu commences à prendre vraiment le poids du monde sur toi. D'accord? Donc, c'est vraiment dans ce tsunami, dans ce bouillon d'émotions que j'ai mûri aussi par rapport à ma foi en Dieu, de dire, Seigneur, je pense que j'ai un rôle à jouer. Que tout ce que j'ai traversé et que j'ai pu surmonter n'est pas arrivé en vain. Ça a été très douloureux. Le temps que j'ai pris pour le vivre et maintenant pour être là, pour le partager par mes expériences, par mes recherches. Et sachez qu'en parallèle, je suis en phase de devenir une coach certifiée dans le domaine de la gestion des émotions et du stress et des relations compliquées. Donc, c'est vraiment mon appel. C'est vraiment mon appel et je vous remercie d'avance pour votre présence, votre écoute. Je vais essayer d'embrasser ce thème qui est tellement vaste et tellement subtil par beaucoup de points. Et je vous demande toute mon attention. Soyez focalisés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je me ferai un plaisir et celles qui voudront, comme j'ai mis les informations dans le chat aussi, celles qui voudront un suivi personnalisé, qui aimeraient poser plus de questions pour en savoir plus, je suis disponible et je suis très flexible. Et on va ensemble faire ce travail. Sachez que moi, là où je suis pas parvenue, d'accord? Je suis comme vous. Je suis à un stade où je pense que je suis en phase d'accroissement, de progression avec vous. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça mon introduction. Encore désolée pour les petits couacs au niveau de la connexion, mais vous avez été patiente jusque-là et je vous remercie et on va avancer pour la suite. Alors, comme on a coupé les micros, je vais vous demander s'il y a un souci, signalez-le dans le chat. Je vais vous partager rapidement mon écran. On va voir un petit peu ce que je vous ai concocté. J'espère. Si vous voyez mon écran au moment où je le mets, alors je vais le mettre mode plein écran pour pouvoir partager un petit peu voilà, on va y arriver. Très bien. Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce que vous voyez déjà? Je vais mettre la page de garde. Est-ce que ça va? Vous pouvez juste signaler dans le chat, main levée, pouce en l'air, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je vais partager ça maintenant. Je pense que ça va le faire. Ok, je pense que ça se partage maintenant. Toujours pas? Ouais. Ma vidéo est figée. Je vais essayer de bouger un petit peu. Toujours pas? Alors. Est-ce que ça va? Là, c'est bon. OK? Est-ce que vous me voyez? Là, je pense que oui. D'accord? N'hésitez pas à interagir dans le chat. Très bien. OK. Alors là, vous voyez, je fais une petite aquarelle pour c'est à dessin. Et le titre, c'est « Vivre en harmonie avec ses émotions ».
Donc, c'est la clé pour des relations équilibrées et épanouies. D'accord? Alors, du coup, est-ce que ça va? Vous voyez? Est-ce que vous pouvez me... Si vous voyez rien? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. La connexion est très instable. OK, parfait. Parfait. Oui, alors vous voyez mon écran? Excusez-moi parce que la connexion est vraiment instable. D'accord, il y a... Très bien. Suzanne ne me dit pas encore. Et là, ça va? Est-ce que ça va? Toujours pas, Loris? C'est reparti? Mince. C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais juste faire... je pense que la connexion est trop instable. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si vous m'entendez déjà, mettez un pouce en l'air. Ou dites-moi OK. Vous tapez juste OK dans le chat et puis je vais avancer. D'accord? Et puis je vais avancer. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Déjà, on va commencer par là. Je vais vous définir ce que c'est qu'une émotion. D'accord? Il y a deux approches. Il y a l'approche scientifique par les psychologues. Vous m'entendez? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous entendez ma voix, si vous me voyez bien à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Merci, Suzanne. Bon, je vais poursuivre. Alors, on va se rattraper après. J'espère que ça va aller. Une émotion, il y a deux approches. L'approche scientifique du point de vue des psychologues, c'est le professeur Barbara Fredrickson, qui est une grande psychologue, c'est une docteure en psychologue qui a découvert ce concept d'émotion positive. D'accord? Donc, du coup, la première approche de définition d'une émotion, c'est que l'émotion est un phénomène rapide
déclenchée par un événement qui engendre une réponse émotionnelle cohérente à plusieurs composantes. Donc, en d'autres termes, l'émotion est un moyen de perception du monde qui nous entoure et par ce moyen-là, on a la possibilité de s'exprimer. D'accord? On peut s'exprimer par rapport à un déclencheur quelconque, par un déclencheur d'une émotion, mais qui est externe à nous, que nous ne comprenons pas toujours. C'est le cas de la colère. D'accord? La colère est une émotion et non un sentiment. Je fais déjà ce bémol-là. On va aller progressivement pour comprendre. D'accord? L'émotion. La colère est une émotion. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon de se mettre en colère. On dit que c'est mauvais pour la santé d'être constamment en colère. D'accord? Une émotion, elle provoque tout un système de désactivation au niveau de ton cerveau, au niveau de ton cœur. C'est-à-dire tu es vraiment en activité, vraiment comme un volcan en éruption. D'accord? Quand tu te mets en colère, il y a tout un déclencheur qui fait que tu sois vraiment déçu, en colère, en rage parfois. Parfois, il y a des personnes qui ont des accès de colère qui dépassent même les limites de la norme. D'accord? Donc, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque ça arrive, tu dois identifier sur le moment que la source de cette colère-là, que tu la comprennes et que tu parviennes sur le coup, tout en essayant de reprendre ton calme, d'essayer de voir pourquoi ça a généré cette forme de colère. Parce qu'il y a plusieurs degrés de colère. Il y a des personnes qui ont une colère beaucoup plus implosive. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus explosives. Ils cassent la vaisselle. Les cas ce qu'on trouve dans les couples, lorsqu'il y a des orages, lorsqu'il y a une forme de, si je peux appeler, une forme de rage, d'incompréhension, de frustration, ça explose dans tous les sens. On dit que la colère implose parce qu'on n'a fait qu'encaisser. Et c'est là qu'on va arriver au fur et à mesure par rapport au type d'émotion pour pouvoir identifier leurs manifestations et ensuite comprendre pourquoi elles se manifestent et comment nous, au moment où on est sous l'emprise de ces émotions-là, comment est-ce qu'il faut réagir. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'évolue dans mon discours et que vous êtes toutes oui. Et je sais que la connexion est très, très bonne. Et ça va évoluer jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut me faire un petit signal, d'accord, que vous êtes là? Très bien. Moi, j'évolue par rapport à la colère, qui est une émotion. Il y a des cas où une colère, elle est fondée par rapport à quelque chose qui nous incombe à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est en colère contre soi. D'accord? C'est-à-dire que voilà, je veux changer quelque chose dans ma vie, je me mets en colère contre moi-même. Ça, c'est une colère qu'on pourrait dire, qu'on pourrait traiter qui est dans la norme d'une personne, d'une chose positive. C'est-à-dire que tu te mets en colère pour une bonne raison. D'accord? On se met en colère pour une bonne raison. Est-ce qu'on est d'accord? Parfois, on peut se mettre, non, je veux changer les choses. Ça veut dire que c'est contre toi. Elle n'est pas dirigée vers une personne en extérieur qui... voilà. De toute façon, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut rester en accord. C'est-à-dire qu'il faut rester en connexion avec l'émotion sur le moment. Prendre du recul, respirer un bon coup, sortir de la zone qui a généré cette tension, cette colère et se calmer. Et ne surtout pas prendre de décisions qui pourraient mettre à mal notre vie. Parce que sur la colère, on dit, bon, c'est bon, je ne lui parle plus, c'est bon, je me renferme, oh, je prends mes distances, je ne réponds pas à ses appels. Non, c'est légitime. Ça peut être légitime. Tu as tous les droits de te mettre en colère parce qu'il y a quelque chose qui t'a frustré. Tu es humain parce qu'on n'est pas là non plus pour être des paillassons pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut rester dans les normes de l'équilibre. Il faut rester dans les normes de ce qui doit être vraiment à la limite de ton seuil. Je parlais toujours à quelqu'un du seuil.
du seuil de tolérance, c'est-à-dire que j'ai une certaine limite de tolérance à ne pas franchir. Si toi, tu la connais, tu dois pouvoir l'imposer avec douceur à quelqu'un qui, peut-être pour X, Y raison, ne parvient pas à connaître les limites qu'il doit imposer d'abord chez lui pour savoir que toi, il y a certaines choses qui ne te plaisent pas. D'accord? Parce qu'on interagit avec des personnes qui sont tout aussi différentes que nous, mais nous devons surtout apprendre à prendre sur nous. Le prendre sur nous, c'est de là que ça vient. C'est-à-dire que, d'accord, je suis en colère parce qu'il y a une frustration externe. Mais maintenant, par rapport à cette frustration externe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse que l'autre, est-ce que je m'approprie totalement l'émotion de l'autre? Non, je ne suis pas obligée. Je lui dois du respect. Je dois valoriser cette personne, c'est un individu, c'est un devoir. Le respect, j'ai le devoir, j'ai l'obligation de respect vis-à-vis d'une personne. Mais je ne suis pas responsable des émotions qu'il veut m'imposer ou qu'elle veut m'imposer. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe? J'espère que vous êtes là parce que je suis vraiment à fond. Là, je rentre deux pieds très bien. Je rentre deux pieds vraiment dedans parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à déployer pour vous. Et j'espère que vous êtes toutes oui. D'accord? Merci beaucoup. Hello, Tofia. Salut, ma belle. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, la colère. Maintenant, on va énumérer les émotions. Les types d'émotions qui peuvent nous animer. Il y en a un pléthore d'émotions, mesdames, je dois vous le dire. Mais nous devons apprendre à identifier celles qui nous animent très souvent. J'ai parlé de la colère parce que tout le monde se met en colère, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vous disent, vous me voyez calme là, mais quand ça chauffe vraiment. Genre, voilà, vous voyez des personnes douces comme une image. Et le jour où la personne se met en colère, tu te dis, mais oh, c'était un volcan endormi, quoi. OK? Et du coup, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que toi, dans ta position à toi, par rapport à l'événement qui a généré cette colère, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. La personne se met en colère, tu n'as rien fait. Et même si tu as fait quelque chose, elle ne peut pas te frapper. Elle n'a pas le droit de porter atteinte à ton intégrité parce qu'elle n'est pas d'accord. Et toi, en retour, c'est un effet de vase communicant. La psychologue Barbara Friedrich, je vous partagerai de la littérature à ce sujet pour que vous puissiez comprendre un petit peu la dynamique qu'il existe autour des émotions. D'accord? On va évoluer maintenant. On parle maintenant des types d'émotions qui existent. On parle des émotions dites positives et des émotions dites négatives. On va énumérer. Ne vous inquiétez pas, je vous partagerai le PDF et vous allez prendre le temps à la maison de bien lire et de bien comprendre. D'accord? On parle des émotions dites positives. Il y a la joie, l'amusement, la gratitude, l'espoir, l'intérêt, l'inspiration, la fierté, la sérénité. Ce sont des émotions positives qui animent tout individu à un moment donné de ta vie. D'accord? Comme je vous l'ai dit au début, l'émotion, elle est générée comment? L'étymologie du mot émotion vient du mot latin, movere. D'accord? Ça veut dire qui émeut. Donc, on sait que parfois, les publicités que nous voyons à la télé, ils jouent beaucoup sur nos émotions. Ah, je vais acheter, je ne sais pas, ce nouveau maquillage. Pourquoi? Parce que le visuel a déclenché une émotion chez toi qui te donne envie de pouvoir l'acheter pour le tester. D'accord? Tu te dis, OK, ah, ça doit être bien. Mais il y a une émotion en toi qui a fait dire, oh, ça doit être bien, je vais acheter. Surtout nous, les femmes, hein, on voit une jolie blouse, on voit un truc. Parfois, tu n'as pas d'argent, mais tu es ému par l'idée de vouloir acheter vraiment la blouse là. Oh non, tu en as plein hein, chez toi, mais c'est celle-là qui a touché ton cœur. D'accord? Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ce schéma-là. C'est pas une tare, c'est pas un problème, mais après, si, voilà, ça dépasse les limites, là, il faudra vraiment qu'on puisse faire un travail de régulation et d'équilibre par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est les émotions dites positives que je viens de vous énumérer. Maintenant, il y a les émotions négatives. Et vous savez ce qui est marrant? Quand je faisais ces recherches-là, tout en priant, je me suis dit un truc. On est tellement enclin
à pointer les émotions négatives, les émotions positives, même quand elles se manifestent en nous, on les met de côté. Ça ne vous est pas arrivé? Ah non, je suis en colère. Oh, je suis triste. J'ai la haine. Je n'aime pas ça. Je suis angoissée. Je suis stressée. La honte, l'amertume, le dégoût, l'impatience. J'ai peur. Si vous voyez, notre cerveau est programmé pour les choses négatives en premier. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont optimistes, mais cela ne les empêche pas d'avoir un discours parfois qui frise la négativité et le défaitisme. C'est humain. Et vous allez voir, en neurosciences, par exemple, on nous apprend que ton cerveau, en tant qu'individu, notre cerveau est conditionné d'une manière, mais nous n'en faisons utilisation que même pas plus de 80%. On n'utilise pas, c'est-à-dire 80% n'est pas utilisé et on n'utilise qu'une infime partie de notre cerveau. Et la majorité de cette capacité-là est stockée dans tout ce qui est négatif. Je suis triste, je suis en colère, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas. On a du mal à exprimer les choses positives. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Et j'aimerais vous dire que pendant tout ce cheminement que je vais faire avec vous, je vais vous démontrer par des cas vraiment très, très pratiques de la vie courante, comment est-ce que, intuitivement, par défaut, au lieu d'avoir une réaction positive, ben, on est vraiment dans le négatif. Même quand les circonstances autour de nous peuvent nous inciter vraiment à garder une certaine positivité, un optimisme de dire oui, ça va marcher. Mais il y a toujours le doute derrière. C'est humain. Et ça se reprogramme. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. J'ai dit que les émotions, on ne peut pas les maîtriser, mais elles se régulent. On va parler de ça dans le groupe. On aura à faire des ateliers, comme je vous ai annoncé. Et Dieu voulant, on va faire des sessions intenses pour vraiment nous mettre en phase avec nos propres émotions. Pour soi d'abord. Et quand tu prends conscience et que tu mets le doigt sur ces émotions-là, tu vas voir que ton rapport avec les personnes, même les personnalités même les plus difficiles, ça ne sera plus un souci. Parce que tu sais, vous voyez quand je vous dis dans le groupe que chaque matin quand vous vous réveillez, réveillez-vous avec cette pensée déjà. Parce que les pensées créent notre réalité. D'accord? Quand vous vous réveillez, je dis, je ne suis pas responsable des émotions que les autres veulent m'imposer. Non, si tu es déprimé, moi, je ne le suis pas. On n'est pas, même les jumeaux identiques. Moi, j'ai un frère jumeau. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai un frère jumeau. On n'a pas les mêmes émotions. Il vit dans les îles. Moi, je suis en France. D'accord? Mais on n'a pas les mêmes émotions. Donc, c'est pour dire qu'il faut arrêter ces principes de dire que bah, de toute façon, comme je pense que j'ai partagé ça sur notre groupe, que pour X raison que tu es bien, tu es de bonne humeur, il suffit qu'une personne rentre dans la pièce, bah, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une émotion négative qui vient polluer tout. Et c'est de là que vraiment des environnements toxiques, ce sont les individus qui les créent. OK? Donc, voilà. Je n'ai pas pu aller plus en profondeur dans ce que j'avais prévu, mais je suis déjà contente pour ce premier contact. Et merci de votre présence et surtout de votre diligence à prendre ce temps pour vraiment m'écouter et comprendre l'importance des émotions, l'importance pour moi d'avoir créé ce groupe et de pouvoir accompagner les femmes. Parce que vous savez, je sais que dans les relations humaines, on nous traite souvent des femmes, ah mais vous êtes trop émotive, vous êtes trop dans l'émotion, ce n'est pas mauvais, mais ça se régule, d'accord? Je le réitère, ça se régule. On nous dit, ah mais tu prends la mouche pour tout, ah mais tu te mets trop la pression. Moi je connais quelqu'un qui me dit tout le temps ça, ah là là, mais tu te mets trop la pression, mais comment? Et pourtant, quand j'expose une situation, la personne te dira, oui, en fait, quand tu m'avais dit ça, c'était quand même sérieux, hein, j'étais stressée. J'ai dit, tu vois, c'est vrai que notre niveau de stress est totalement différent d'une personne à une autre. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit composer avec pour harmoniser. C'est pour ça que j'ai mis, c'est dommage que vous n'ayez pas vu, mais je vais vous partager le PDF. J'ai mis une aquarelle parce que j'aime beaucoup les couleurs. J'ai mis une aquarelle et je me suis inspirée de ça
Et je me suis rendu compte en mettant le doigt que, je ne sais pas si vous avez fait le lien, avec une humeur, il y a une couleur qui va. Je suis vert de rage, la colère noire, je suis rouge parce que je suis rouge de colère, ou bien je suis jaloux, voilà, je rougis parce que j'ai honte, je rougis parce que je suis timide. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque couleur a son émotion correspondante. Et ce n'est pas en vain parce qu'il y a un travail dans le cerveau qui se fait. Pourquoi est-ce que tu aimes plus le rose? Il y a des femmes qui aiment bien le rose parce que c'est joyeux, c'est gai. Il y en a qui aiment bien les couleurs vives en été. Et pour nous qui vivons dans les pays où il fait froid, d'accord, en automne, on met des petits manteaux noirs, on voit tout le monde en noir dans le métro. Il y en a qui osent les couleurs en hiver. Donc, c'est lié à un schéma qu'on a ancré en nous et qui nous vient de notre histoire, qui nous vient de notre enfance. On en reparlera en profondeur, de savoir que nos émotions nous dirigent, certes, mais nous avons la capacité de les connaître, de les identifier et de les comprendre par leurs manifestations pour ne pas les laisser nous envahir au point que ça devienne un blocage dans nos relations avec les autres. D'accord? C'était ça que je voulais vraiment mettre l'emphase déjà. Et je voulais vraiment que vous, parce que je sais que c'est un sujet, quand j'en parle avec passion, parce que je sais ce que ça implique, parce qu'on a peur, parce qu'on nous dit, ben non, sur les lieux du travail, on ne mélange pas le personnel et le professionnel, parce que faire si j'ai passé une mauvaise nuit, par exemple, si je suis une jeune maman, ok? Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des collègues comme ça qui viennent, elles n'ont pas dormi, les pauvres, elles n'ont pas dormi. Elles ont une humeur massacrante, ce n'est pas de leur faute. Donc, je compose toujours, je dis, écoute, je vais faire tes tâches, je prends le maximum de ce que tu pourras faire, je prends la main, aider l'autre, parce que je me mets à la place. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est une émotion qui est caractéristique des personnes qui sont hypersensibles, ce qu'on appelle les HPE, les hauts potentiels émotionnels. D'accord? Ces personnes qui ont une sensibilité sensorielle, c'est-à-dire que sans parler à quelqu'un, je peux sentir que, oula, ça ne va pas. OK? Elle est triste, je la sens triste. C'est une capacité. D'accord? Et c'est un atout. Beaucoup de personnes l'ont, mais ils veulent s'en défaire pour dire que non, ça me bloque. Et on va travailler là-dessus. Moi, au cours d'une thérapie que j'ai suivie à une époque de ma vie, je suis passée par la case où ça n'allait pas dans mon couple, où j'ai pensé à me suicider à 2 reprises. OK? Je vous partagerai ça dans mon livre qui va sortir, où je parle de cette histoire-là, que beaucoup de femmes n'osent pas parler ouvertement. Les membres de ma famille n'en savaient rien. J'étais toujours là pour tout le monde, mais je me sentais vraiment isolée et seule. Et j'avais personne pour me comprendre. Et je peux vous dire que lorsque j'ai suivi cette thérapie, j'en avais besoin. C'était une bouée de sauvetage pour moi. La prière n'était plus suffisante à un moment. Il fallait que je fasse un travail en profondeur. Vous savez, il y a certaines choses, certaines circonstances qui vous arrivent dans la vie. J'aimerais vous dire, hein, puisqu'on est ensemble et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, la prière ne résout pas tout. Il y a un moment donné où tu dois t'asseoir, tu aimes Dieu, tu crois en Dieu, tu lis ta Bible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, ça monte à mon cœur maintenant. Il y a un moment où tu dois prendre une décision qui t'incombe à toi, de ton bien-être d'abord pour que les autres autour de toi aillent bien. Je l'ai vu avec mes enfants parce que la situation n'allait pas bien du tout et j'étais vraiment en proie à beaucoup de dépression, des burn-out. Voilà. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à poser vos questions, à me contacter en privé. Si vous voulez un coaching privé, je suis là. Je vous annonce déjà, début septembre, je vais commencer des sessions de formation, des ateliers pour vraiment travailler sur les types d'émotions qui nous animent et surtout dans divers domaines, familial, dans le couple et au travail. Parce que j'ai coaché, une amie, elle n'allait pas bien. Elle était en burn-out, on n'avait pas vu venir. Alors qu'on travaille avec elle tous les jours. Vous savez, l'importance de verbaliser un mal-être, c'est très important. C'est vrai qu'on a de la retenue, mais il y a un moment, il faut créer un espace. Et je pense que la thérapeutique rentre là, mais elle ne prend pas toute la place. Elle peut être un corollaire d'une aide
en complément de la prière. La prière parce qu'on est connecté à Dieu. C'est notre nature. On est divin avant, ok? On vient de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Mais avant tout, quand tu nais de nouveau, tu ne nais pas de nouveau dans tes émotions. Vous êtes né de nouveau dans l'esprit, mais il y a encore de l'amertume, il y a encore de la colère. Je l'ai vécu. Jusqu'à récemment, j'ai un de mes frères qui me disait, on sent que tu es dur par rapport à ce que tu as vécu, mais tu dois te faire aider. Et quand j'avais vraiment besoin de cette aide-là, j'ai crié à Dieu et je savais qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il fallait en parler. Parler avec quelqu'un de neutre, un professionnel, un thérapeute, un coach et un professionnel. Vous savez pourquoi vous avez peur d'exposer vos affaires, ce qui vous fait mal? Et tu sais quoi? Je suis en colère parce qu'il y a ça, mon mari me parle mal, ma femme à la maison, elle me boude. Moi, je rencontre des gens comme ça. Et du coup, ils souffrent et après, ils avaient juste besoin de libérer ça. C'est l'écoute, c'est l'image de la personne qui, devant eux, les bloque. Et du coup, vous encaissez ça. Ça vous rend malade. Ça m'est arrivé. J'ai généré des maladies psychosomatiques à cause de ça. Des émotions que je gardais en encaissant et dit non, de toute façon, je vais prendre sur moi. C'est un vocabulaire que j'ai décidé de bannir. Je dis, je ne prends plus rien sur moi. J'apprends à connaître mes émotions. Je dis, Tania, si je ne suis pas d'accord avec toi, je t'appelle à côté, je te dis, Tania, je ne suis pas contente parce qu'il y a ça. Suzanne, je me sens frustrée parce qu'il y a tel. Verbalisons les émotions. Arrêtez de rester comme ça et dans vos coins à dire non, de toute façon, il doit devenir. Nous ne sommes pas des devins. OK? Je martèle dessus, s'il vous plaît. Nous devons travailler sur ça. Nous devons prendre l'habitude de rechercher des aides externes. OK? Je l'ai fait, hein? Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai suivi une thérapie de désintoxication émotionnelle. Et vous savez, j'ai appris que j'étais HPE, par un petit peu, haut potentiel émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes tellement sensible. Et je ne comprenais pas pourquoi, en présence de certaines, j'étais tout le temps épuisée. Mais dit tout simplement, ton cerveau ne capte pas le cerveau de l'autre. On est connecté comme un réseau, d'accord? Le cerveau, c'est l'organe le plus extraordinaire que je pense que Dieu ait créé en l'être humain. Et moi, je martèle à qui voudra l'entendre, qu'il y a un lien de cause à effet. Dieu t'a donné le libre arbitre, il t'a donné l'intelligence et il te donne la possibilité de te former et de t'enseigner. La Bible dit qu'on périt faute de connaissances. Pourquoi on ne va pas à la source? Il y a un moment, les prières ne font plus rien. Moi, j'ai vu des cas. Moi, c'est mon cas. On m'a dit, non, tu pries seulement, ça va s'arranger. Non, le travail, tu dois le faire en toi. Tu veux te mettre en couple, mais tu as des problèmes de colère. Tu n'aimes pas t'exprimer et tu vas déranger ton conjoint. Prends le temps, prends le recul et dis, écoute, je t'aime bien, mais je sens que ça ne va pas. Je vais prendre du recul. Faisons ce travail de thérapie entre nous, d'autothérapie d'abord dans nos relations. C'est vrai qu'après, on va voir les complexités qui existent dans les types de relations par rapport aux liens. Les liens de famille. Ton père et ta mère, tu es obligé de vivre avec eux pendant un laps de temps de ta vie. Il y a des personnes qui sont parties parce que ça n'allait plus. Mais tu es parti, mais tu es parti avec les mauvaises émotions que tu portes. Et tu n'as pas cherché à guérir et maintenant tu vas te marier et tu vas déranger ton conjoint. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup à dire. C'est un sujet très vaste. J'aurai l'occasion de faire d'autres lives, cette fois sur Facebook ou de manière plus étendue par rapport à la chaîne YouTube qui va finalement être lancée en septembre parce que ça va être les départs en vacances. Ça va être le temps de se ressourcer, de se reconnecter avec soi. J'aimerais vous dire ceci. Tout ce que vous traversez servira de bouée de sauvetage pour quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu surmontes, et tu as vu comment le cheminement, parce qu'on est en progression hein, vers la guérison, vers la restauration, vers la compréhension des émotions, vers la compréhension de tout ce qui est compliqué. On s'est dit, je le fais pour moi d'abord. Ne cherchez pas à être en bonne compagnie juste pour plaire les autres. Parce que nous, on est formaté comme ça. Nous, on vous apprend à être le politiquement correct, dont je dois faire ça
pour que l'autre m'accepte. Mais au fond de toi, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça correspond avec les valeurs de Jennifer? Est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me fait du bien? Il faut te poser cette question. D'accord? Très bien. Je vois qu'il y a une question. Penses-tu que le fait d'exprimer ce que l'on ressent résout l'affaire? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui m'appellent le fait qu'ils ont entendu ne change pas. Oui, justement, Loris. Merci pour ta question. Le fait d'exprimer ne résout pas tout. Mais au moins, j'ai verbalisé un mal-être. Ça veut dire que la personne en face, en dépit de ce que tu lui exprimes, elle a entendu. Donc, il y a un malaise. Donc, elle n'est pas contente par rapport à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois un peu? Il y a un malaise. Est-ce que tu me suis? Si tu es là, tu me fais un petit OK. OK? Mais maintenant, le mal, c'est ça, justement. En dépit de ce que tu exprimes, maintenant, tout dépend de l'autre. Et c'est là que se joue toute l'interaction dans les émotions. D'accord? Je peux pouvoir m'exprimer avec quelqu'un. Je lui fais comprendre, écoute, ça ne va pas. On ne s'en sort pas, on ne s'entend pas là-dessus, je te le dis. Je le dis matin, je le dis midi, je le dis soir. Je le dis en étant agacé, je le dis en étant gentil. Par moments, on sent que l'éruption va sortir. Je dis, mais non, c'est plus possible, j'en ai marre. Voilà, OK? Il y a un moment où ça sort comme ça sort. Mais nous sommes des femmes 3.0, n'est-ce pas? On est équilibrés en tout. On essaie d'arrondir les ongles, mais de dire ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas quelque part. D'accord? Tout est dans la communication, dans la verbalisation et dans la manière de le dire. Je vais marteler beaucoup là-dessus. Vous allez m'entendre beaucoup dire là-dessus. D'accord? Et sachez qu'une émotion passée à la trappe nous rattrape. Quelqu'un te cause un tort, tu encaisses. Tu vois la personne tous les jours. Tu ne dis rien. Le cas commence dans les couples ou bien à la maison, dans les relations de famille, frères et sœurs. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Mais c'est là, mais ça monte là. Et quand ça monte là, et quand ça sort. L'éruption volcanique. OK? Mais il faut le verbaliser. N'attendez pas que ça devienne grave pour que tu puisses t'exprimer et dire que non. Ça ne va pas. Et peu importe l'attitude de l'autre, pour répondre au deuxième volet de ta question, Loris, même si la personne ne change pas, ce n'est pas à toi de la changer. Tu n'es pas là pour sauver. Jésus nous a déjà tous sauvés. OK? Donc, nous, on n'a pas l'onction pour sauver les gens. À ça, moi, je le dirai toujours. Hein, c'est une réalité. On n'a pas l'onction pour sauver les gens. Toi, tu t'ajustes tout simplement. Et il y a un moment quand tu dois prendre les bonnes décisions et quand tu dois te remettre en question, tu dois le faire. Est-ce que ça va? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a ma coach en mindset qui est là. On a débordé un petit peu. Suzanne, à qui je vais passer le micro un petit peu, si elle peut se manifester, si vous n'avez pas d'autres questions. Mais de toute façon, le groupe est là et vous pouvez revoir le live et après me poser des questions inbox. Si vous voulez un accompagnement, je vous donne un suivi, des conseils, des stratégies qui vont nous aider puisqu'on est toutes ensemble dans ce même schéma, dans ce même cheminement, pardon. Et voilà. Donc, je vais vite présenter ma collègue, celle qui fait partie de ma Dream Team, qui est Suzanne. Suzanne, si tu m'entends, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et vite te présenter, s'il te plaît? Et qui fait un travail extraordinaire. Elle a sa page YouTube, elle fait un truc extraordinaire. Et il y a les chroniques de Suzanne. Donc, elle propose, elle a un travail extraordinaire. Elle est au Cameroun. J'aurai l'opportunité de la voir un jour, c'est sûr, elle le sait, pour que je puisse la visiter, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Mais j'aimerais qu'elle puisse mettre un mot par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là et des liens de causalité qui existent par rapport aux pensées et aux émotions. Vas-y, Suzanne, tu as la parole. Hello, bonsoir à tous et merci Jennifer pour cette opportunité que
que tu nous donnes. Je pense qu'il y a rien qui se fait au hasard. Et il y a Dieu dans l'affaire, comme la soeur l'a l'habitude de dire. Et je suis très contente d'être là et je pense que c'est une bénédiction qu'on soit là où on est, de partager ce qu'on a, de partager ce qu'on est, de partager tout ce qu'on a déjà surmonté jusqu'ici. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends maintenant avec tout ce que Jennifer a dit que la gestion de nos émotions, elle est vraiment capitale. C'est vraiment très important d'apprendre à bien gérer nos émotions, comme Jennifer l'a dit, de savoir les identifier, de savoir les... Allô, vous m'entendez? Oui, je t'écoute, je Vous t'écoute. m'entendez? On t'écoute. Vas-y. De savoir les identifier, de les connaître et vraiment de travailler dessus, surtout quand ce sont des émotions négatives. Et justement, par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a un impact, c'est-à-dire la mauvaise gestion de nos émotions a un impact très important sur nous-mêmes et ensuite sur notre entourage et les relations que nous avons avec les autres. Et donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un lien entre ce que nous pensons et les émotions que c'est-à-dire nous présentons au monde. C'est-à-dire ce qu'on pense, l'autre ne va pas le voir parce qu'il n'est pas Dieu. Par contre, les émotions qu'on va afficher, eh bien, va dénoter de ce que nous pensons à l'intérieur. Et par rapport aux relations que nous avons avec les autres, nous parlons d'abord aux autres par rapport au cœur. C'est d'abord le cœur que nous touchons quand nous parlons aux autres avant de toucher le cerveau, d'où l'importance de bien gérer ces émotions. En fait, une mauvaise gestion de nos émotions peut vraiment nous empêcher de bien nous connecter, de mieux nous connecter avec les autres et de mieux communiquer avec les autres. On va dire quoi? Le premier impact d'abord sur nous-mêmes, c'est que à force de mal gérer nos émotions, à force de ne pas travailler sur nos émotions, eh bien, on finit par être esclave de ces émotions-là. C'est-à-dire, finalement, ce sont nos émotions qui prennent le pouvoir par rapport à ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment nous nous comportons, comment nous agissons. Ces émotions-là, finalement, prennent le pouvoir. Et donc, nous retrouvons esclaves de nos émotions. C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la colère, c'est la frustration. Finalement, nous sommes esclaves de ça. On n'a plus le pouvoir sur notre vie. C'est nos émotions qui ont pris le pouvoir. Et à un moment donné, on finit par confondre ces émotions-là par rapport à notre identité. Tellement on est colérique, tellement on est aigu, tellement on est triste, tellement les choses nous empêchent, on est enfermé dedans et on finit par confondre la colère avec notre identité. Du coup, on perd de l'estime de nous-mêmes et on finit par perdre la confiance en nous-mêmes parce que quand on est dans cette spirale-là, on est comme bloqué, on est comme cloîtré, on est comme, on n'arrive plus à rien faire. Et du coup, on perd donc cette estime de nous-mêmes, cet amour qu'on a pour nous-mêmes. On est dégoûté par nous-mêmes, on finit par perdre confiance en nous-mêmes. Et ça va avoir aussi, de manière, c'est-à-dire par extension, un impact sur les relations que nous avons avec les autres, les relations que nous avons avec notre entourage. Et il y a deux points qui vont facilement se manifester parce qu'on gère mal nos émotions, qu'on n'arrive pas à bien les traiter. Ce sera premièrement comment est-ce qu'on communique avec l'autre. Ça, c'est la première chose qui va directement être biaisée parce qu'à l'intérieur, eh bien, il y a des émotions que nous ne gérons pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est blessé à l'intérieur, plus on va blesser les autres.
de manière consciente ou de manière inconsciente. On va blesser l'autre. Dans notre manière même de communiquer, ça va se ressentir. On aura du mal à gérer les différences avec les autres, par exemple. Une fois que les choses vont être différentes, une fois que les personnes ne pensent pas comme nous, une fois qu'il y a des divergences de points de vue, des divergences de pensée, directement, qu'est-ce qu'on fait? On rejette la personne. On rejette la personne et puis on se dit non, 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 vraiment, cette personne-là, non, je ne peux pas, on rejette la personne. Mais imaginez un seul instant que cette personne, lui, vient avec de bonnes intentions, lui est peut-être une aide de destinée pour nous, il est peut-être cette personne avec qui nous devons cheminer, mais parce que nous sommes blessés à l'intérieur, parce que nous n'avons pas su bien gérer nos émotions, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on le manifeste vers l'autre, on blesse l'autre d'une manière inconsciente, et c'est comme ça que nous brisons cette communication avec l'autre. L'autre chose aussi, c'est que on se met maintenant dans la position de recevoir. Puisqu'on est blessé, puisqu'on est triste, puisque bonsoir on mesdames, bonsoir vous toutes, comment allez-vous? Vous êtes très très belles ce soir, très très belles. Oh là là, dommage que ça soit déjà marié. Ah là là. Allez, bonsoir Franck. Donc je disais, j'étais en train de dire que la manière dont nous gérons la mauvaise gestion de notre émotion, eh bien, a aussi un impact sur notre communication avec notre entourage, avec les personnes qui nous sont proches. Et celui qui est blessé, il aura toujours tendance à blesser les autres. Et la première manifestation de cela, cette mauvaise gestion des émotions, eh bien, va se refléter dans la qualité de la communication avec l'autre. Eh bien, il aura du mal à gérer les différences parce qu'il sera toujours dans la position de rejeter. Il aura aussi une tendance à se voir toujours comme une victime, c'est-à-dire celui-là qui doit recevoir de l'autre, qui doit prendre de l'autre, mais qui ne sera pas donné. De toute façon, il n'a rien à donner. Alors, lui, il est dans la position de recevoir de l'autre, de prendre de l'autre, de prendre de l'autre. Or, une bonne communication, c'est cette communication-là qui est capable d'écouter l'autre, qui est capable c'est-à-dire d'avoir cette écoute active-là pour pouvoir maintenant donner la latitude à l'autre de se dire, ah, si cette personne a fait preuve d'écoute, alors la personne, je peux aussi recevoir ce que la personne donne. Ça, c'est un point quand les gens ont vraiment du mal à mal gérer leurs émotions. La mauvaise gestion des émotions, ça va se refléter, ça va avoir un impact négatif sur la communication que nous avons avec les autres. Une autre chose aussi très importante, c'est qu'on va finir par être des personnes toxiques. D'abord pour nous-mêmes, parce qu'on va baigner dans notre puanteur, j'ai envie de le dire, malheureusement comme ça. Et on va finir par être une personne toxique pour l'autre. On va développer cette personnalité toxique-là et du coup, ça va être compliqué pour nous de nous connecter avec les autres et de mieux communiquer avec les autres et même d'avoir une bonne relation avec les autres parce qu'on gère mal nos émotions et on finit par blesser l'autre parce que bah, nous sommes blessés. Rien que ces deux points-là, sachant que nous sommes des personnes qui sont appelées à communiquer avec les autres, à avoir des relations avec les autres. Imaginez un seul instant cette personne blessée, cette personne frustrée au plus haut point, eh bien, cette personne-là aura du mal à mieux ou alors à connecter avec des personnes. Elle aura du mal à communiquer avec les personnes. Un autre point, c'est qu'elle va tellement attendre des autres. Elle va avoir tellement d'attentes par rapport aux autres que, eh bien, ce ne sera pas évident pour les autres de pouvoir de combler ces attentes-là. Tellement à l'intérieur, c'est vide. Tellement à l'intérieur, il y a des blessures que, à l'extérieur, on a tendance à se dire non, on va prendre. Et finalement, bah, ce n'est pas évident du tout. C'est très important de travailler là-dessus. Et quand on se focalise simplement sur ces deux points-là, on comprend qu'il est très important de revenir à soi et de travailler vraiment
puisque bah, de toute façon, il n'y a pas des gens qui n'ont pas de force. Hein. Il y a simplement des gens qui ne se servent pas de leur force. Et se servir de sa force, c'est de revenir à soi, de revenir à la conscience de notre divin, de revenir à nous-mêmes, de prendre conscience de ce que voici les éléments sur lesquels on doit travailler et de se dire que de toute façon, pour pouvoir changer une chose, bah, il faut commencer par changer le mindset qui nous a amené à cette chose-là. Et pour moi, voilà les éléments qu'il faut prendre en compte pour s'inscrire dans un processus de meilleure gestion de nos émotions. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la présentation. Merci beaucoup, Suzanne, pour cette intervention vraiment magistrale. Merci. Et effectivement, j'aimerais juste ajouter un autre élément qui est très important, c'est qu'il y a un lien de causalité entre les pensées et les émotions. Nos pensées alimentent nos émotions, d'accord? Nous avons des pensées qui nous poussent parfois à agir d'une certaine manière et l'émotion qui se dégage, bah de toute façon, écoute, tu vas faire des dégâts, d'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça. Et j'aimerais juste préciser pour nous, pour ceux et celles qui sont là, qui connaissent déjà notre coach Mindset Suzanne, qui fait un travail extraordinaire. Elle a sa page YouTube, Suzanne Kwedi, qui porte son nom également. Et moi, en revanche, je continue l'interaction avec vous sur mon groupe WhatsApp. J'ai mis les détails dans le live, dans le chat, où vous avez tous les détails. Et j'ai mis un petit lien de Google Doc, d'un formulaire de ceux qui ne l'ont pas rempli. Prenez le temps de répondre un petit peu de manière objective, au calme, de manière sincère, sur ses propres émotions. La raison d'être de ce formulaire-là, ça nous permet d'avoir une ligne directrice, un fil conducteur qui va nous permettre de mieux gérer nos émotions. Parce que parfois, tu as une émotion, mais tu ne sais pas trop comment, voilà, c'est un peu mitigé. D'accord? Donc, c'est important de commencer par ce qu'on appelle le bilan émotionnel. On en reparlera un prochain live parce qu'il est très dense. Mais le bilan émotionnel, en substance, c'est quoi? Un bilan émotionnel te permet de faire un autodiagnostic, une auto-évaluation de tes propres émotions, toi-même seul d'abord. Comme a dit la coach Suzanne, il faut que tu sois en pleine conscience de revenir à toi à un certain moment avant de pouvoir mieux connecter avec les autres. Très souvent, vous allez vous rendre compte, hein, dans les relations que vous entretenez dans votre entourage, les frustrations qui reviennent toujours, les frictions qui existent, c'est parce que tout simplement, on ne comprend pas le type d'émotion qui se manifeste. Ça ne vous est pas arrivé que parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes énervé, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en colère, vous ne savez même pas comment réagir parce que on est envahi par un tsunami d'émotions. Le plus souvent, tout simplement, vous faites une conversation, un point d'accord, un point de friction, on ne connaît même pas le début de la grief jusqu'à la fin. OK? Certainement, Tania, tu peux me voir en privé, on va en parler par rapport au bilan émotionnel, je vais te donner les démarches à faire, c'est très simple. Et il y a le petit formulaire aussi qui est le point de départ de manière objective. Hein. Ça n'a aucun intérêt n'a aucune portée scientifique parce qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée, mais c'est juste des lignes directrices comme un barème pour te permettre de comprendre, c'est-à-dire pour t'apprendre justement, comme a dit, d'être en pleine conscience. Est-ce que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, moi, Jennifer, en termes de relation avec les autres personnes, comment est-ce que je me connecte? Est-ce que je suis méfiante? Est-ce que je me mets en colère dès qu'on me dit un truc? Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment extrêmement sensibles. Et Suzanne a mis le point sur quelque chose de très important. On devient des réceptacles pour des personnes toxiques aussi. Soit c'est toi qui es toxique pour toi et tu le deviens pour les autres. Et le problème, c'est que quand on indexe les personnes toxiques, on a toujours tendance à vouloir les indexer. On a toujours tendance à les indexer injustement. D'accord? Donc, voilà quoi.
Il y a un moment donné… Coach, coach Jenny, Oui, si tu permets, hein, si tu le permets, hein. Je ne sais pas si tu as fini, mais bon. oui, je t'en prie, Franck. Bienvenue, D'accord. merci, le seul homme parmi les femmes. J'ai eu l'impression que tu ne voulais pas me voir parce que j'avais lancé depuis là la connexion, mais Je bon, suis on me désolée, tu disait me attendez connais. que l'autre Je vous suis reçoive. tellement passionnée dans ce que je fais. Je suis désolée. On me signale Non, qu'il y a je d'autres sais, personnes qui sont je en sais. attente. Non, je sais. Tu vois que beaucoup attendent à la gare, là. Beaucoup attendent le train à la gare, là. C'est pas intéressant. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Ça fait super plaisir de vous Ah ouais. retrouver. Il y a des visages que je connais pas, notamment Loris Ngoma et Tania Lemba, à qui je fais un gros coucou particulier. Jennifer, c'est ma jumelle, donc on se connaît. Suzanne, c'est ma coach mindseteuse, c'est celle qui me booste tous les matins, donc un gros bisou particulier à Suzanne. La thématique d'aujourd'hui, qui est très, très, très intéressante, j'ai béni Dieu parce que Jennifer a eu cette initiative, elle a eu cette sensibilité d'esprit pour faire ce merveilleux live. Et donc, ne jouons pas ou ne prenons pas à la légère nos émotions. Pour la simple bonne raison que le caractère ou le comportement à l'instant ou permanent sur une période n'est que la résultante de parfois une émotion que l'on refuse de manifester. Je m'explique. Jennifer m'a frustré, mais j'aime Jennifer, d'accord? Je l'aime et je me dis, bon, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès de me frustrer ou elle n'a pas fait exprès de faire ce qu'elle a fait. Bon, mais elle m'a quand même blessé. Et là, je garde ça dans mon cœur. Je me dis, bon, ça va passer. Un jour, ça passe pas. 2 jours, ça passe pas. 3 jours, ça passe pas. 4 jours non plus. Et le 5e jour, Jennifer fait encore un truc bizarre et là, j'éclate. Oui, Jennifer, tu es toujours comme ça. Même la dernière fois, tu m'as fait ça et tu es toujours comme ça, Jennifer. Bon, vous voyez? Le fait que l'on refuse de peut-être exprimer sur le moment une émotion pour pouvoir passer dessus, fait en sorte que le garder dans le cœur pendant longtemps, c'est comme si on méditait dessus. C'est comme si on acceptait, au travers de cette frustration ou de cette émotion du moment, de changer notre image de Jennifer. La Jennifer qui était la femme douce ou la femme qu'on appréciait, on commence à la voir comme une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé sur le moment qui a créé une émotion négative. D'accord? Et donc, je sais que Jennifer est là, mais je sais aussi qu'il y a une part de Jennifer qui est peut-être sarcastique ou qui est peut-être méchante à cause d'une seule chose qu'elle a eu à faire un jour. Et c'est fini. J'oublie tout le bon côté de Jennifer. J'oublie tout ce qu'elle a toujours été, la personne magnifique qu'elle a toujours été. J'oublie tout ça. Et je garde juste la chose qu'elle a posée et qui a créé sur le moment en moi une émotion négative. Et j'entretiens ça du fait que je n'en parle pas directement à Jennifer pour dire Jennifer, la dernière fois quand tu as fait telle chose, j'ai été quand même blessé ou j'ai été… voilà. Et comme je n'en parle pas, je médite dessus pendant des jours et là, ma perception ou mon image de Jennifer commence à changer. Je me dis, c'est vrai qu'elle est sympa, mais elle est méchante aussi. C'est vrai qu'elle est sympa, mais elle a un humour noir. C'est vrai qu'elle est sympa, mais donc je ne savais pas qu'elle était comme ça. Elle est vraiment bizarre, cette fille. Tout simplement parce que c'est une émotion que l'on a gardée au fond de nous et qu'on a entretenue et qui a produit derrière un caractère ou un comportement qu'on n'avait pas avant vis-à-vis de Jennifer. C'est pourquoi il faut éviter de garder nos émotions dans nos cœurs. Et puis, il demande de garder son cœur plus que toute autre chose. C'est parce qu'il sait que les émotions affectent le cœur. Et quand les émotions affectent le cœur qui, lui, est l'origine des pensées qu'on entretient, va faire monter dans nos têtes de mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées en nous vont produire un caractère qui, s'il n'est pas traité depuis les émotions, depuis le cœur, va devenir un trait de caractère permanent en nous. Elle a parlé de méfiance. Pour certains qui ne sont pas très bavards ou qui sont très timides, ils vont garder l'émotion en eux et tu vas juste constater un bon matin qui ne veut plus te parler ou bien qui commence à se retirer. De moins en moins, il t'appelle, de moins en moins, il te voit parce qu'en fait, il a refusé d'exprimer une émotion.
Beaucoup de femmes commettent des crimes dans leur foyer parce qu'il y a tellement d'émotions en elles qu'elles ont refusé d'exprimer. Parfois, si ton mari n'est pas réceptif, tu as peut-être une amie, une vraie amie, je ne parle pas de ces amis-là qui calculent les maris des autres, mais je parle de ces vrais amis sur lesquels tu peux te reposer, qui peuvent te donner des bons conseils, des conseils remplis de sagesse pour t'aider à passer à autre chose. Tu n'en as pas. Et donc, tu gardes toutes ces émotions en toi jusqu'au jour où une dernière émotion, comme une goutte d'eau, viendra tomber dans ce gros vase que tu as créé dans ton cœur. Et là, tu en auras tellement marre que pendant que moi, je serai allongé, tu vas chauffer de l'huile sur le feu et tu vas me déposer ça sur ma partie intime, bien sur mon dos. Parce que tu estimes que non, Franck est trop bordel, il aime trop les femmes, j'en ai marre. Celui qui me bat encore à la maison, quand je lui dis que ce n'est pas normal la vie que tu mènes, celui qui me bat encore, alors que celui qui déconne, bon, vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment faire attention aux émotions. Un autre exemple encore, c'est accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on soit amené à recevoir des remarques des gens qui nous aiment. Je ne demande pas d'accepter toutes les remarques, mais accepter des remarques qui sont fondées et qui vont vous aider à vous améliorer. Pourquoi je le dis? Il y a de cela quelques années en arrière, très perfectionniste à la base, j'avais du mal à accepter que l'on me dise que j'ai mal fait mon travail ou que telle chose n'est pas bien faite et autres. Donc, je me donnais toujours, on va dire, à 110%. Comme dit mon mentor, Franck Nicolas, je me donnais à 110%. Et un jour, je tombe sur un chef qui, lui, estime que ce que je fais n'est pas parfait, n'est pas bon du tout. Et donc, on rentre dans une routine de critiques négatives qui, bien sûr, vont m'affecter. Et comme ça m'affecte, ça crée des émotions en moi, de tristesse. Je deviens triste, je deviens renfermé. Je n'arrive plus à m'exprimer comme je le faisais auparavant avec mes collègues. Je pense que tout le monde est contre moi. Voici ce que les émotions négatives que l'on entretient peuvent nous amener à faire ou nous amener à voir. Je pense que tout le monde est contre moi. Je pense que mon chef ne m'aime pas. Et quand je rentre à la maison, je suis en colère contre tout le monde. Eh bien, je me plains de mon chef auprès de tout le monde, que c'est un mauvais, c'est un mauvais, c'est un mauvais, c'est un mauvais. Quoique, il existe réellement de mauvais managers. Ça, je vous l'accorde. Il y a vraiment de mauvais managers. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, pour ceux qui sont croyants et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, Satan va jouer avec vos vies. Oui. Parce que celui qui est en face de toi, qui dit que tu es une mauvaise personne, celui qui est en face de toi, qui dit que tu n'es pas bon dans ce que tu fais, celui qui est en face de toi, qui ne fait que voir la mauvaise chose dans ton œil ou dans ta vie, en réalité, c'est lui le mauvais. Mais c'est une technique de déstabilisation qu'on apprend en management. Donc, si tu acceptes que toutes ces critiques négatives-là t'affectent et produisent en toi des émotions de tristesse ou des émotions on va dire quoi, de repli sur soi-même, mais tu es foutu. Pourquoi? Parce que ça va t'affecter dans ta confiance en soi. L'absence de gestion correcte de nos émotions affecte notre confiance en soi. Ça, je vous le dis déjà, c'est clair. Je parle par expérience. Je ne viens pas raconter un livre que j'ai lu. Je parle par expérience. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu auras un problème de confiance en soi. Et si tu as un problème de confiance en soi, tu auras un problème également pour avoir confiance aux autres. Et si tu n'as pas confiance aux autres, tu vas vivre dans un environnement insécurisé que toi-même tu as créé. Oui. Et tu seras perdu. Tu seras perdu. Pourquoi? Parce que tu as créé un environnement dans lequel c'est toi la seule personne qu'on doit protéger, c'est toi la seule personne qui est bien, les autres sont mauvais, et donc moi je préfère rester dans mon coin. Mais combien de personnes arrivent à s'en sortir en solitaire? C'est ça. Combien de personnes peuvent dire qu'elles se sentent mieux ou bien quand elles sont seules? Ce n'est pas vrai du tout. Même les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la foule, qui ont la phobie de la foule, bien qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils ont au moins un ami, sinon 2 amis au maximum, qui sont très proches d'eux. Pas tout le monde, mais au moins 2 amis sur qui peuvent compter. Donc, personne ne peut vivre en étant solitaire. C'est juste pas possible. Mais nos réactions
à 99% sont toujours la résultante des émotions que l'on a refusé soit de refouler ou des émotions que l'on exprime mal. Oui. Exactement. Soit on a refusé de refouler, soit on exprime mal. Il y a un passage dans la Bible qui est merveilleux qui dit que le faire aiguise le faire. Tu vas peut-être rencontrer un ami qui t'aime bien, hein, qui va devenir ton meilleur ami ou ta meilleure amie, qui t'aime très bien, mais qui arrive aussi à te dire que là, tu fais mal. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais très souvent, on attend des personnes qui nous aiment, des compliments, des bonnes choses. On ne veut pas qu'ils mettent le doigt sur les choses qui ne vont pas. Non, on attend toujours des bonnes choses des personnes qui nous aiment. Raison pour laquelle, devant un inconnu, on se comporte toujours bien, naturellement. C'est parce qu'on veut avoir l'assentiment des autres toujours. Et quand quelqu'un commence à mettre le doigt sur un trait de caractère qui est négatif, qu'est-ce qui se passe? C'est soit je me braque en me disant « Oh, Jennifer, tu arrêtes ça. Moi, je sais que je suis bien. Tu me reproches quelque chose qui n'est pas vrai. C'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. » Et tout. Et là, quand tu vois quelqu'un comme ça qui, au lieu d'avoir un minimum de recul pour se demander pourquoi Jennifer m'a fait cette remarque, lui, il cherche aussitôt à se défendre. C'est quelqu'un qui, dans le fond, sait qu'il est comme ça, mais refuse de changer. Il refuse de changer. Pourquoi? Parce que en réalité, il ne veut pas qu'on voit qui il est. Il ne veut pas être à découvert. C'est pourquoi on dit souvent que ce sont les meilleurs amis qui savent réellement qui nous sommes. Pourquoi? Parce que devant nos meilleurs amis, nous sommes vrais. Ils savent que nous sommes colériques, ils savent que nous sommes impulsifs, ils savent que nous n'aimons pas telle ou telle chose, parce que devant nos amis, nos vrais amis, ou nos parents, ou nos frères, nous nous exprimons tels que nous sommes réellement. C'est pourquoi on dit souvent que celui-là, ce n'est plus mon meilleur ami, mais il est devenu un frère pour moi. Pourquoi? Parce que devant lui, j'arrive à m'exprimer tel que je suis réellement. Il sait ce qui me frustre, il sait ce que je n'aime pas faire, il sait ce que moi je n'aime pas voir, il sait ce que je n'aime pas entendre, mais t'aimer n'est pas synonyme de passer le doigt sur tes traits de caractère négatifs et dire que bon, tu es parfait. Non. C'est t'aider aussi à gérer ses émotions. Voici pourquoi une des manifestations du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais pourquoi Dieu parle de la maîtrise de soi? C'est parce qu'il sait qu'au fond de nous, les émotions nous affectent. Mais il faut qu'on arrive à se maîtriser. Une émotion mal maîtrisée peut entraîner un meurtre, parce que sur le coup, tout ce qui m'est passé par la tête, c'est qu'il faut que j'en finisse. Une émotion mal maîtrisée peut être à l'origine d'un accident. Quelqu'un qui est très émotif. Et là encore, le niveau d'affectation d'une émotion en chacun de nous est relatif à notre degré de sensibilité. Notre degré de sensibilité. Jennifer peut me faire quelque chose que je vais banaliser parce que moi, ça ne m'atteint pas. Mais si elle fait la même chose à Loris ou à Suzanne, ça va affecter Suzanne différemment. Pourquoi? Parce que Suzanne est plus sensible que moi. Parce que Loris est plus sensible que moi. D'accord? Donc, le niveau d'émotion ou le niveau de frustration qui transforme nos vies en vie de tristesse et autres sont fonction ou est fonction de notre niveau de sensibilité. Donc, gérer ces émotions, c'est une des choses, sinon la chose, à mon sens, la plus importante chez un être humain. Et ce qui fait la différence entre nous et les animaux, parce qu'on arrive à gérer nos émotions. Et il y a un passage de la Bible que j'ai médité ce matin où Dieu dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. » S'il se retire, mon âme. Pourquoi Dieu parle de l'âme? C'est quoi l'âme? C'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions. C'est dans l'âme qui est la vie. Vie, tu as V, la volonté, tu as I, les intentions, tu as E, les émotions. Donc, ce qui te fait, ce sont ces trois éléments-là. Ta volonté, tes intentions, tes émotions. Donc, il est indispensable de pouvoir gérer ces émotions si tu veux avoir une vie épanouie. Conclusion, pour ma part,
gère tes émotions et je te promets que tu auras une vie que tu vas toi-même kiffer grave et tu seras toute rayonnante ou tout rayonnant comme Suzanne en ce moment ou comme Jennifer qui brille de mille feux. Tout ça parce qu'elle arrive à Merci. maîtriser ses émotions aujourd'hui. Donc, voici mon apport. Je suis peut-être arrivé en Merci retard, beaucoup. désolé. J'étais bloqué dans les Merci. transports, j'avais une réunion familiale. Bon, je suis quand même arrivé parce que je tenais à participer à ce merveilleux moment Merci et beaucoup. être enrichi par vos échanges. Merci beaucoup. Je vous en Franck, prie. c'est un des collaborateurs avec qui j'échange beaucoup et je travaille beaucoup aussi dans le cadre de Émotions à l'écoute. On est ensemble avec Suzanne aussi et beaucoup d'autres qui sont dans le chat avec nous. Je suis très contente de vous compter parmi nous et de leur apport. On est comme, nous sommes vraiment une équipe qui est consciente des besoins et surtout des failles qui existent dans les relations, notamment chacun dans son couloir, mais on fonctionne en réseau et on interagit pour pouvoir apporter le meilleur, pour pouvoir aider au mieux et accompagner par rapport à nos expériences, ce qu'on a pu surmonter et de vous accompagner au mieux et d'offrir aussi et de partager parce que c'est ça aussi le rôle qu'on doit jouer. Hein? C'est pas Exactement. seulement donc on ne peut pas banaliser ça. Et je vais rebondir sur quelque chose que le coach Franck vient de dire, c'est que l'âme est le siège des émotions. Je disais au début, Franck, tu n'avais pas assisté, pardon. J'avais fait une introduction où j'ai mentionné que pour ceux qui prient, je disais que la prière ne résout pas tout. L'âme est le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège de tout ce là où se passent les choses. C'est un entrepôt. L'âme, c'est l'entrepôt où se stockent toutes les émotions. On porte tous un bagage émotionnel chargé dans nos vies. Tu viens à Christ, tu donnes ta vie, c'est dans le spirituel que ça se passe. Mais sache que le spirituel aussi, du spirituel découle aussi des choses qui impactent tes émotions. Donc, si ce n'est pas réglé en amont comme en aval, bah, si tu ne cherches pas à appuyer là où il faut pour pouvoir être volontaire et intentionnel à guérir, tu vas être, comme a dit Franck, tu ne seras pas équilibré. Parce que si tu n'apprends pas à gérer tes émotions, si tu n'apprends pas à les réguler, si tu n'apprends pas à faire ce qu'il faut pour te dire que je dois absolument faire, comme la Bible dit, autant que cela est possible et que cela dépend de vous, d'être en paix avec les hommes. Mais pour que tu sois en paix avec les hommes, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Et ça commence par tes émotions. Exact. Exact. Il faut que tu sois en phase avec tes émotions. OK? Exact. Le mal, c'est qu'on traite les symptômes plutôt que les causes. Non, on doit prier. Prier, ce n'est pas mauvais. Hein? Moi, je prie. Je vous le dis, je prie. Mais il y a des situations où la prière seule, pourquoi Dieu te donne le libre arbitre? Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie. Il te donne même l'option. Dans la vie, il y a cette décision-là volontaire qui doit émaner de toi. Ce n'est pas Dieu qui va te prendre et te dire, c'est toi de prendre cette décision. Non. La Bible, c'est un guide. On dit que c'est le manuel du fabricant. Qui l'a fabriqué? C'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose. J'aimerais marteler pour nous, puisqu'on est dans la phase de ce qu'on appelle devenir une personne 3.0 équilibrée, femme comme homme, hein? D'accord? Équilibrée émotionnellement, spirituellement et intellectuellement, parce que tout est stocké dedans. J'avais donné cet exemple-là, je ne sais pas si le coach Franck se rappelle, lors de notre dernier live, on disait que quand tu achètes un ordinateur, tu l'achètes avec la garantie. Mais il arrive que tu rencontres des failles avant même que la date d'expiration arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois anticiper. On ne peut pas tout anticiper dans la vie, mais dans le domaine des émotions, tu dois être intentionnel. Quelqu'un agit mal avec toi. Non, je constate que depuis un certain temps, c'est comme si tu commences à spéculer, tu te fais du mal et la personne n'est pas au courant. Va verbaliser, dis, écoute, j'ai constaté ça et ça. Est-ce que tu peux me confirmer? Et je fais quelque chose,
Moi, j'étais comme ça, hein, une ex tout le temps, une ex-personne tout le temps à s'auto-culpabiliser. Parfois, la personne, elle t'a même oublié, elle ne sait même plus que tu es là. Oui, toi, après, tu dis, mais non, c'est parce que j'étais occupée, j'étais fatiguée. Ah! Donc, tout ce temps-là, ma tête, là, ça chauffait. Ah, peut-être c'est moi qui ai fait, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Et l'erreur, quand tu fais ça, tu deviens un réceptacle pour les personnes toxiques. Tu vas devenir paillasson. Ma mère m'appelait plus jeune, tu as un cœur paillasson. Elle m'a dit ça à 15 ans. Tu as un cœur paillasson. J'ai dit, maman, moi, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a donné un mouchoir. Essuie tes yeux, je vais t'expliquer. Il dit, tu sais, le paillasson, ce que ça fait? Pourquoi il se trouve dehors, toujours dans le palier de la porte? Parce qu'on n'accorde pas d'importance à un paillasson. Il est utile, mais il n'est pas important. OK? Un paillasson est utile, mais il n'est pas important. Il est utile pourquoi? Parce que ça prévient de pouvoir amener de la saleté à la maison. Mais tu es où? Tu es dehors. Donc, il y a des personnes qui ont des émotions paillassons. C'est-à-dire que tu as trop prendre sur toi. Je parle pour moi, hein. J'étais comme ça. Et quand j'ai fait ce travail de désintoxication émotionnelle, il était grand temps que je me fasse violence et de me dire non. Savoir mettre des garde-fous. Tu ne dois pas accepter tout. Je vous le dis sur le groupe souvent, vous ne devez pas accepter les émotions que les autres veulent vous imposer. Tu dois d'abord commencer par faire ce travail en toi et te dire, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pour quelles raisons? Posez-vous les bonnes questions. Pour les personnes qui sont déjà mariées ou les personnes qui aspirent à se marier, j'aimerais dire ceci. Tout se joue dès le début. OK? Tout se joue dès le début. Il y a des choses que tu vas voir, il y a des choses que tu ne verras pas à l'œil nu. Mais celles que tu peux voir déjà, commence à les ajuster de manière en te posant la question, est-ce que je vais vraiment supporter ça? Tel que je me connaisse. D'où l'importance du bilan émotionnel, d'où l'importance de l'autodiagnostic, l'auto-évaluation dont j'ai parlé au cours de ma présentation pour dire que tu dois faire un bilan avec toi-même. S'il faut que tu t'asseyes un temps, il y a un fiancé, il y a une fiancée dans les parages, je dis, mon cher, prenons du recul, je dois travailler sur moi d'abord. Ayez le courage de le faire. Beaucoup de nous qui sommes rentrés dans le mariage, nous étions jeunes et fugueux. Nos parents, pour certains, nous avaient dit non, c'est pas la bonne personne, il y a des failles, vérifie un peu, prends du recul, est-ce que c'est ça que tu attends? Est-ce que c'est vraiment le moment? Il y a plein de paramètres. L'importance de poser des questions. Pourquoi je veux m'associer à telle personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'elle peut m'attendre? Et le mal, c'est qu'on attend trop des autres et nous, vous êtes vite laissés comme un vieux Kleenex. Oui. Non, je pensais que l'autre... Mais toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi sur la table? Soit tu es réceptacle, toi, tu es celui qui est donneur. C'est l'un ou l'autre dans la vie. Tu ne peux pas être réceptacle et donneur en même temps. Soit il y a quelqu'un, comme a dit la coach Suzanne, tu donnes et l'autre prend. Toi, c'est toi seulement qui reçois, qui encaisse tout parce que tu n'as pas la capacité ou tu n'oses pas donner. Parce que tu ne sais pas donner aussi. Parce qu'il y a tout un paramètre qui rentre dedans. D'accord? Et moi, ce travail-là, quand je l'ai fait, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je me suis dit, mais non. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées auxquelles j'ai donné accès. C'est parce que je n'ai pas su me mettre des limites. Et ça commence par savoir dire non. Je pense que j'ai écrit ça sur le groupe ou sur ma page Facebook Pearl of Price. J'ai dit ceci. À trop vouloir, je pense que j'écris une pensée comme ça que beaucoup ont commenté, que à trop vouloir, les personnes qui sont toxiques pour elles-mêmes et qui ne le savent pas et qui irrémédiablement deviennent toxiques pour leur entourage. À trop vouloir indexer les autres de tes propres échecs, tu es en danger au fait. Tu vas passer ton existence. Ça veut dire ton existence de ta naissance jusqu'à ta mort, tu vas être une personne qui va être frustrée toute sa vie à indexer les autres des échecs qui te sont arrivés à toi. Il y a des gens comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de prendre du recul? Dans la gestion des émotions, la prise de recul est importante. Bon, écoute, j'ai remarqué tel comportement. Je prends du recul par rapport à moi-même. Moi, qu'est-ce que j'attends de cette relation, de cette personne, de cette amitié? Dans le cas familial, c'est irrémédiable.
Il y a le lien de loyauté, on parle de ça. Le lien de loyauté existe. Tu es obligé de respecter tes parents, même s'ils te parlent mal, même s'ils sont toxiques, tu es obligé. C'est un peu une fatalité. Quelqu'un a dit qu'on ne choisit pas les parents qu'on a. On ne naît pas dans une famille par hasard, mais le choix du conjoint, ça t'incombe. Si déjà tu as vu que les schémas de comportement et les schémas d'interaction dans la famille se passent mal, toi, prends la résolution de dire non, je ne veux pas reproduire ça. Parce qu'il y a l'effet de vase communicant. Ce que tu vois chez toi, tu vas le reproduire ailleurs, inconsciemment ou pas. Vous allez voir des gens qui sont en couple qui viennent se plaindre, qui se disent, bah, écoute, tu ne comprends pas, il ne parle pas. Mais il ne parle pas comment? Vous posez un problème, il dit, écoute, je pense qu'on doit mettre un haut là parce que on ne se comprend pas. Ayez le courage. Par peur, oh non, comme on est déjà avancé dans la relation, dit, écoute, on va déjà se marier, on ne veut pas annuler tout, qu'est-ce que les gens vont dire? Le poids du regard des autres qui influe sur tes propres émotions, or que tu sais que c'est la bonne décision que tu vas prendre. Ma grand-mère disait toujours, mieux vaut briser 20 000 fiançailles que briser un mariage. Or, c'est pas ce qu'on voit. Hein? Il y a beaucoup de mariages qui sont brisés, il y a beaucoup de familles recomposées maintenant. Mais maintenant, si les personnes avaient pris le temps de faire ce bilan émotionnel, de dire, qu'est-ce que j'attends d'une relation? Est-ce que je vais attendre que c'est l'autre qui vienne me donner tout? Ou bien moi aussi, je fais ce travail chez moi, que ce que l'autre ne peut pas combler, ben, je suis tranquille, je suis... de ce côté-là, je ne me plains pas. OK? De ce côté-là, je ne me plains pas. Le mal dans beaucoup de relations, je le parle pour moi aussi, c'est qu'on a trop délégué à l'autre. Oh non, il ne me parle pas, il ne s'exprime pas. Elle aussi, vraiment, on ne peut pas lui parler. Ah, tu lui dis seulement là, pas de texto, elle t'énerve, tu parles mal, ah, tu te plains, mais vous revenez encore. Mais chacun reste dans son coin. L'orgueil, tu ne parles pas. Non, tu encaisses. Et puis maintenant, quand les dégâts sont déjà considérables à vue d'œil, il y a même des personnes qui voient que ça ne va pas chez vous. Ah, mais c'est lui. Ah, mais c'est elle. Parce que pourquoi on n'a pas géré dès le début? Tout se gère dès le début. Et ça commence par quoi? Par une prise de conscience de toi-même par rapport à tes émotions. Nous, on n'est pas là pour faire, pour être des centres de rééducation pour les personnes, pour les adultes. Le mariage n'est pas un centre de rééducation ni de formation. Je regrette. Oh non. Ce n'est pas un centre de rééducation. Non. Parce que tu vas passer ta vie. Soit tu vas devenir intercesseur, soit tu vas devenir adorateur, comme on dit. On a beaucoup de bébés dans le mariage. Trop. Et moi, je martèle par rapport à cette jeunesse en devenir. Vous êtes pressés de vous mettre en mariage. Vous avez des doutes et des appréhensions. Vous avez la pression aux alentours, mais tu ne prends pas de faire le bilan chez toi. Est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Vous savez, tu peux aimer une personne. Hein? Il y a une très grande différence. Tu aimes une personne, tu crois l'aimer. C'est deux choses. Aimer une personne, c'est-à-dire que on va dire dans le baromètre de toutes les failles que tu as cochées chez cette personne, tu te rends compte que par rapport à toi, il y en a que tu peux supporter. Et quand je parle de supporter, ce n'est pas de supporter n'importe quoi. Hein. Il faut être équilibré. Est-ce que néanmoins, ce n'est pas de dire que moi, je me positionne, lui, il n'est pas bon, elle est mauvaise. Non, ce n'est pas ça. Dans le plateau, dans la balance, si dans la balance de ces qualités, est-ce qu'il y en a qui montent plus que par rapport à d'autres? Parce qu'on est tous humains, on a des failles. OK? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et moi, en retour, est-ce que je constate que moi aussi, je peux lui apporter quelque chose pour qu'on puisse évoluer dans la relation? Parce que quand un est toujours à la traîne, je dis toujours aux gens, hein, quand tu es celui ou celle qui fait de la maintenance dans une relation, tout le temps attirer l'autre, tu ne peux pas. Sur le champ de bataille, tu ne peux pas passer ton temps à sauver des vies. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Ça commence par toi. D'accord? Je voulais mettre ce point-là. Et je tiens à vous remercier parce qu'on a vraiment écoulé le temps. Et je pense que Zoom a été très généreux avec nous de nous accorder 40 minutes supplémentaires. J'ai reçu le message, j'ai été surprise. Je pense qu'ils ont été aussi impactés par la thématique. Et je tiens vraiment à remercier tout un chacun.
pour votre présence, les interventions pertinentes de Suzanne et de Franck, comme toujours, hein, qui sont vraiment enrichissants. Et n'hésitez pas, on est disponible. J'ai mis les liens et n'hésitez pas à faire ce bilan. Celles qui n'ont pas fait, refaites-le. Le bilan, le Google Doc que j'ai partagé dans le live, vraiment le faites. Faites-le et c'est très important. Les émotions dans la vie, hein, comme a dit Franck, je te promets que si tu ne gères pas ça, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne savent pas que, tout simplement, ce n'est pas les autres le problème. Parfois, c'est toi. Il faut l'admettre. Moi, je l'ai fait. À bien de points, je me suis rendu compte que j'avais des failles. Et je me suis rendu compte que ça impactait insidieusement ma relation avec beaucoup de choses. Dans ma vie familiale, mes enfants, j'étais mal. Et j'aimerais dire quelque chose. Le fait d'avoir vécu dans une famille unie, stable, ne te garantit pas d'avoir une émotion stable. Je parle pour moi. J'ai vu mes parents, c'était leur histoire, mais ce n'était pas la mienne. Mes parents, c'est la mort qui les a séparés. Ma mère est encore en vie, elle est très âgée. Je vais d'ailleurs la voir cet été, si Dieu me le permet. Et c'est la mort qui les a séparés. Ça, je te dis, nous, on a eu des hauts et des bas, mais on est resté jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que le pasteur avait dit, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est vrai que c'est une autre époque, il y a plein de paramètres. On en reparlera, c'est tout un débat. C'est tout un ensemble d'éléments que nous devons décortiquer et dont nous ne devons pas vraiment mettre de côté. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment. Merci de votre présence. Merci de vos interactions. Merci du soutien. Franchement, vous êtes vraiment un support pour moi. Vous me motivez à aller encore plus loin et à avancer dans mes recherches, à avancer dans mes thématiques, dans mes projets. Et je pense que ça va nous aider et on va vraiment évoluer. Oui, Suzanne, si tu as quelque chose à ajouter, j'aimerais vraiment te remercier personnellement. Suzanne, c'est vraiment ma dream team. C'est vraiment, on appelle des connexions outre-mer, mais franchement, mon alter ego, franchement. Et merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci pour la personne que tu es, pour la confiance que tu me donnes également. Merci à toi, Jennifer. Franck, on a beaucoup appris. Hein. J'ai pris des notes là, plein de notes. Donc. Arrête ta modestie là. Arrête ta modestie là. Bon, on apprend toujours avec vous. C'est super. Ah ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Vraiment, c'était magnifique, quoi. Vivement le prochain, en tout cas. Très bientôt. On est sur la voie. Ça commence à sortir. Très bientôt, en tout cas. Merci à vous. Merci à Tania. Merci à Tania. Merci Edith. Merci Laurie. Merci. Un gros bisou à Toïfia. Merci à Toïfia. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous la famille. Merci beaucoup. Et bonne fin de week-end à vous tous. Merci à toi également. Merci à de bonnes choses chez vous et demeurez bénis. Merci. Amen.